Grand angle consacré aux grandes figures de l'éducation, de Confucius à Averroès, en passant par Montessori, Freud, Abreu, Condorcet, Rousseau, pour ne citer que. Autant de savants qui ont fait évoluer l'éducation à travers le monde. Avec nous pour en parler, notre invité Jean-Marie de Quetel. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes avec cette revue internationale d'éducation de Sèvres à la pointe de ce dossier donc sur les grandes figures de l'éducation dans le monde. D'abord, pour commencer, peut-être l'actualité. En France, il y a une réforme qui va être votée après-demain au Parlement, vote solennel en tout cas, et une réforme de l'éducation, ça fait toujours de vifs débats. En France, c'est sans doute le cas chez vous, en Belgique, où vous travaillez. Comment vous l'expliquez ? Oh, vous savez, les réformes, elles se succèdent à un rythme accéléré. Je pense que dans la tête de ceux qui la préparent et la prescrivent, ça part toujours d'une bonne intention. Le problème majeur, c'est qu'ensuite, elle soit mise en œuvre. Les recherches scientifiques récentes qui ont travaillé sur les effets des réformes en éducation montrent que très peu de ces réformes aboutissent, si ce n'est peut-être parfois 8 ou 10 ans après. Et c'est la raison pour laquelle la Revue internationale d'éducation de Sèvres va organiser en juin un 5e colloque international sur les conditions de réussite des réformes en éducation. Il y aura d'ailleurs un numéro spécial aussi de la revue qui suivra ce grand colloque international. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est vous qui coordonnez donc cette revue qui est publiée par le Centre international d'éducation pédagogique. Alors cette réforme en France, elle a un nom, elle est baptisée l'école de la confiance. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que les intentions sont très bonnes. Elles partent notamment de choses qui sont bien avérées par la recherche scientifique, à savoir que les apprentissages de base dès le début de l'enseignement primaire sont fondamentaux pour les réussites ultérieures. Et on sait très bien que quelqu'un, par exemple, qui est en retard, il y en a environ 10 à 12% en première année de l'enseignement primaire. Ça monte à un tiers en fin d'enseignement primaire et même jusqu'à 50% en fin d'enseignement secondaire. Et ceci est dû en grande partie au fait que les apprentissages fondamentaux dès la première primaire ont été mal inculqués. D'ailleurs, à ce sujet, la France prône avec cette réforme la scolarisation obligatoire dès 3 ans contre 6 actuellement. Concrètement, disons-le, 99% des enfants sont de fait scolarisés dès l'âge de 3 ans, en petite section de maternelle ou en moyenne section de maternelle. Vous, en Belgique, c'est 5 ans obligatoirement, mais c'est la même chose. La quasi-totalité des enfants le sont. Ça, c'est donc une mesure efficace, selon vous ? C'est certainement une mesure efficace parce qu'avant les apprentissages de base, il y a un apprentissage de la socialisation, donc les enfants avec les autres enfants, à travers notamment le jeu qui est fondamental. Et si le préscolaire n'est pas une garderie, mais vraiment un processus éducatif de la socialisation par le jeu, d'éveil notamment, d'éveil, notamment Montessori, qui est une des grandes figures de l'éducation qui se trouve dans ce numéro spécial de la Revue internationale d'éducation de Sèvres, l'a très très bien montré. Quelle est la différence, pour que l'on comprenne bien, là on parlait de scolarisation, puisqu'aujourd'hui on parle d'éducation, quelle est la différence entre l'instruction et l'éducation ? L'instruction relève surtout de la transmission et donc c'est le pôle enseignement qui est dominant dans l'instruction. Tandis que l'éducation vient d'un terme latin qui signifie à la fois nourrir, et là on pourrait penser à la transmission, mais aussi élever. Donc sortir d'eux, aller vers l'excellence. Et les grandes figures de l'éducation de ce numéro l'ont très bien montré. Dès Confucius, Confucius montre qu'il est important d'élever l'homme, d'élever un homme de bien, c'est-à-dire un homme qui cherche toujours à aller en profondeur dans les choses. Et c'est le sens du mot éducation. On est plutôt du côté de l'apprentissage que du seul enseignement. Alors justement, Confucius, en 2014, il y a 5 ans, vous lui avez consacré un colloque. Que reste-t-il aujourd'hui en Asie ? On loue souvent les pays asiatiques pour leur classement de meilleurs établissements. Que reste-t-il aujourd'hui de Confucius dans l'enseignement, dans l'éducation en tout cas,
dans les pays asiatiques. Il reste quand même une figure très, très importante, même dans le collectif des Asiatiques. Vous savez que, suivant la philosophie Confucius, le maître a énormément d'importance. Et les enseignants dans la culture confucéenne sont des personnes à statut social, je ne dis pas économique, mais social, extrêmement important, et qui sont donc vénérés par les élèves. Et donc, on a beaucoup de respect pour le maître. Et cela pousse évidemment les élèves, les étudiants des cultures confucéennes à se donner beaucoup, à s'engager beaucoup dans le travail scolaire, ce qui explique sans doute en grande partie les résultats très performants. Et là, on est au 5e, 6e siècle avant notre ère, donc avant Jésus-Christ. On va remonter un peu plus dans le temps, plus près de nous. Vous prenez l'exemple aussi dans cette revue de l'Andalousie, avec notamment Ibn Khaldoun et Averroès. Qu'ont-ils apporté? Rappelons qu'on est à l'apogée, l'âge d'or de ce qu'on a appelé le monde arabo-musulman. C'est très amusant parce que Averroès était un enseignant qui a voyagé dans tout le monde arabo-musulman et qui a donc vu des façons de se socialiser très différentes, mais avec un point commun, c'est-à-dire la dominance très forte des sciences religieuses, alors qu'Averroès, comme Ibn Khaldoun 2 siècles plus tard, ont été nourris à travers les traductions des œuvres grecques, notamment par les juifs andalous qui ont fait traduire les œuvres grecques. Et donc Averroès a été un des premiers dans le monde arabo-musulman à insister beaucoup sur les sciences profanes. Il ne faut pas seulement former un homme religieux, il n'était pas contre la religion, mais il faut former le raisonnement critique, le raisonnement, la recherche de la vérité à travers les sciences profanes. Et c'est ce qu'a défendu aussi Ibn Khaldoun, avec une différence, c'est que Ibn Khaldoun s'est trouvé à un moment où le monde arabo-musulman se trouvait en déliquescence. L'empire déclinait. Et donc, le rôle d'Ibn Khaldoun a été de dire que pour pouvoir lutter contre ça, il fallait une vision de l'éducation qui mette en avant notamment les sciences profanes et en quelque sorte la didactique. Peu de gens savent, sauf les didacticiens modernes, savent que la didactique date pratiquement. C'est quoi la didactique? La didactique, c'est la science qui étudie comment enseigner les différentes connaissances aux élèves. Alors, on va prendre un autre exemple, cette fois un de nos contemporains, Paulo Freire, qui a eu un apport remarquable. Vous l'avez connu personnellement, d'ailleurs, c'est un pédagogue brésilien. En quoi est-il une figure de l'éducation au même titre que les illustres personnages que l'on vient de citer? Je l'ai connu parce qu'il était docteur honoris causa de mon université. Il a d'ailleurs fait un séminaire d'1 semaine auquel j'ai assisté. Il est d'ailleurs docteur honoris causa de 39 universités. Donc, c'est vous dire l'impact de cette personne. De nouveau, Paulo Freire est arrivé à un moment où, suite à la domination coloniale, a succédé la domination des dictatures. En Amérique du Sud, en Amérique notamment au Brésil. Au Brésil d'abord, mais aussi dans les autres pays d'Amérique du Sud. D'ailleurs, il a dû fuir à un certain moment donné le Brésil pour se réfugier au Chili, où le même problème se posait. Il y a une classe populaire, évidemment, qui était dominée par des classes dirigeantes. Donc lui, on lui doit la pédagogie des opprimés. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a permis, la pédagogie des opprimés? Donc ce livre vraiment essentiel, paru en 1968, c'est une date quand même qu'on retient très facilement. Elle dit qu'il ne suffit pas d'alphabétiser les adultes, puisque la masse populaire est essentiellement analphabète. Il faut vraiment lui faire prendre conscience de la réalité dans laquelle il se trouve, et pas seulement de la comprendre, mais aussi de s'engager pour se libérer. Et donc, il défendait le pouvoir de libération des personnes simplement en comprenant leur environnement et en prenant conscience de leur oppression, mais pas simplement en prenant conscience de leur oppression, en essayant de s'en libérer. Et donc, Paulo Freire a été un exemple non seulement pour l'Amérique latine, mais aussi pour beaucoup de continents où cette oppression, c'est un peu le pape en quelque sorte du 4e monde.
Le pape du quatrième monde. Est-ce que vous pourriez nous dire, Jean-Marie de Kettel, aujourd'hui, pourquoi l'éducation et pourquoi les influences dans l'éducation restent de premier plan pour aborder certains sujets de société, certaines crispations? Oui, il faut peut-être voir deux choses. Une des grandes leçons de ce numéro spécial sur les grandes figures de l'éducation à travers les siècles, c'est que ces nouvelles visions sont toujours apparues à des moments de rupture. Des moments de rupture. Si je prends l'exemple de Confucius, c'est le délitement de l'empire dans lequel il vivait à l'époque, d'où la notion de rite et d'autre part d'homme du bien. Mais il y a d'autres exemples. Si je prends le fameux trio Rousseau-Condorcet-Ferry, c'est un moment où l'oppression des nobles et du clergé était insoutenable. Et donc c'est un moment de rupture très important. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue la notion d'école républicaine laïque, qui est apparue et s'est diffusée surtout la forme scolaire, qui a été diffusée dans le monde entier, qu'on connaît encore maintenant. Un établissement scolaire, c'est un ensemble de boîtes juxtaposées, superposées, un ensemble de disciplines juxtaposées, un maître devant les élèves, etc. Et les successeurs, d'ailleurs, depuis Piaget, en passant par Dewey et beaucoup d'autres, ont essayé quand même de faire bouger cette forme scolaire. Et curieusement, la forme scolaire est restée quand même relativement intacte jusqu'à présent. C'est l'un des acquis. Quelques mots pour finir sur la chaire UNESCO de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous en êtes titulaire fondateur, je ne l'ai pas encore dit. Parlez-nous-en. Nous avons fondé cette chaire en 1994, à un moment où l'UNESCO, à travers la préparation du congrès mondial sur l'enseignement supérieur et le document d'orientation qu'on m'avait demandé d'ailleurs de rédiger à l'époque, prenait conscience de l'importance de l'éducation comme bien public. Et ils estimaient que des continents comme le continent africain étaient vraiment prioritaires et qu'il fallait donc que l'enseignement supérieur se préoccupe beaucoup de l'éducation comme droit public. Et donc c'est à ce moment-là que à la fois le directeur de l'école supérieure de Dakar et d'autre part les responsables de l'enseignement supérieur à Paris de l'UNESCO m'ont demandé de créer cette chaire. Et nous avons tenté d'abord à travers une maîtrise en sciences de l'éducation, puis doctorat en sciences de l'éducation, plus tard une licence en sciences de l'éducation, d'essayer de former des intellectuels africains pour, en quelque sorte, ils ne soient pas toujours remplacés par des experts occidentaux. Et nous avons d'ailleurs formé toute une série de personnes qui actuellement sont devenus des experts qui sont de plus en plus présents en Afrique. Merci beaucoup Jean-Marie de Kettel. Je rappelle que c'est à vous que l'on doit cette revue. En tout cas, vous l'avez coordonnée, Revue internationale d'éducation sur les figures de l'éducation dans le monde. C'est avec le CLEP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans 64 minutes, Jean-Marie de Kettel.